à toutes et à tous et merci de rejoindre Eden Télévision pour y suivre Enjeux politiques. Que l'on officie sous les couleurs du drapeau d'une nation, que l'on soit civil, que l'on opère dans le privé ou le public, eh bien, le remplacement ou la suppléance de certains personnages charismatiques n'a jamais été une mince affaire. Et c'est ce dont se convainc à ses premières heures Mahamat Idriss Déby, pour qui le pain ne semble pas du tout aussi béni. Le jeune général des armées, à défaut d'avoir le don d'ubiquité au Tchad, eh bien, se doit de combattre ou de répondre et de réagir sur différents fronts à la fois. Contenir d'une part la colère des manifestants anti-transition militaire et d'autre part repousser ou anéantir les colonnes rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT. Or, du continent africain, les manifestations ne discontinuent pas en Colombie. Les citoyens gagnent les rues de toutes les grandes villes de ce pays pour dénoncer les réformes fiscales et la gestion calamiteuse de la crise sanitaire par le gouvernement de Ivan Duque. Pendant ce temps, la junte militaire poursuit le massacre des manifestants en Birmanie face au carnage. Bien évidemment, certaines forces vives de la nation de Myanmar, si vous le voulez, annoncent la formation d'un gouvernement de résistance en Birmanie, composé justement de députés déchus entrés en clandestinité. Ce gouvernement sera doté d'une force de défense destinée à lutter plus ou moins contre la junte militaire. Alors, mesdames, messieurs, pour mieux appréhender les méandres sociopolitiques et économiques de toute l'actualité internationale, votre tribune Enjeux politiques se permet de recevoir pour vous Morgane Metonji Assogba. Il est spécialiste des questions internationales. Morgane, bienvenue. C'est un plaisir pour moi. J'ai le plaisir d'officier cette tribune avec Roland Toninkes, mon confrère qu'on ne présente plus. Laurent, bienvenue. Loris, bonsoir. Merci. Vous ouvrez. Alors, Morgane Assogba, Idriss Déby est décédé le 20 avril dernier, inhumé le 23 avril. Comme l'a dit Loris Freddy, d'abord, son fils a pris la succession. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, la succession n'est pas si aisée pour Mahamat Idriss Déby Itno. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est déjà un fait très palpant. Que la succession soit aisée, c'est dire que même la gestion était aisée, même avant la succession. Ce qui n'est pas le cas. Idriss Déby, qui nous a quittés, est un homme fort, comme le décrivent aussi bien les habitants de son pays, les partisans de son équipe et même les acteurs externes du pays le décrivent. Lorsque vous les écoutez parler d'Idriss Déby, feu Idriss Déby, il parle d'un homme fort qui dirigeait un pays, qui représente pour ses acteurs externes et aussi bien pour les acteurs de la sous-région un nœud très stratégique en matière de sécurité. Alors c'est tout à fait compréhensible l'observation que vous êtes en train de faire qui souligne et met en exergue le fait que la succession à son père n'est pas chose facile et ne sera pas chose facile, d'autant plus que nous sommes ici actuellement à une période de transition très sensible. Pourquoi sensible? C'est la première fois que ceux qui ont milité dans l'opposition depuis plus de 30 ans ont l'opportunité, d'après eux, de prendre la relève. Et voilà que la relève savait être comme une transition de père en fils. C'est ce que cela semble être dans la pratique. Alors, ça ne va pas être facile puisque toutes ces forces qui dormaient ou qui ont été contenues par le père durant toutes ces années vont décider de s'armer suffisamment pour pouvoir saisir l'opportunité et dans le même temps, vous allez avoir ce jeune avec toute l'équipe qui a été mise en place par son père, tenir à cette situation. Les facteurs déterminants de l'aisance de la succession ou pas vont maintenant se retrouver à l'externe, que ce soit sur le plan des États, ou sur le plan des forces entre griffes multinationales ou toute autre force qui ont des intérêts particuliers, non seulement au niveau du Tchad, mais dans toute la sous-région. Voulez-vous dire que du point de vue de la situation de la succession au Tchad, il faut se référer peut-être à la situation qui a prévalu en RDC par le passé avec le fils Kabila. Aujourd'hui, est-ce que les déterminants pour une succession durable au pouvoir de Mahamat Idriss Déby dépendent des forces extérieures? Au moins à un pourcentage assez élevé sur le plan stratégique.
Et lorsque vous regardez l'importance de Tchad et de son leadership aujourd'hui, c'est un leadership qui est accentué à plus de 90% sur le plan stratégique. Il ne s'agit pas au Tchad des questions politiques, mais on est en train de parler de questions stratégiques. Donc tout facteur externe apportant un appui stratégique est un facteur déterminant pour apaiser ou améliorer la transition au Tchad, que ce soit du côté du jeune Déby ou du côté des acteurs de l'opposition. Parce que là, il y a beaucoup qui se joue au Tchad aujourd'hui et c'est ce qui nous fait observer le caractère difficile de cette succession et de cette transition. On a vu une manifestation réprimée dans le sang avec 5 décès selon le parquet de N'Djamena, 9 décès selon la société civile. D'aucuns ont dit que c'est déjà le début de la fin du jeune président Mahamat Idriss Déby. Est-ce que c'est possible que cette répression puisse conduire à la fin du mandat, fin, je dirais, prématurée du mandat de Mahamat Idriss Déby Itno? Alors, on peut apprécier cette question sur deux plans. Sur le plan stratégique, sur le plan politique, et pourquoi pas allier le politique au social. Alors lorsque vous prenez le plan politico-social, c'est tout à fait compréhensible. On pourrait penser que cela est en train de vouloir sonner la fin de cette transition qui semble être amorcée de façon autoritaire par le jeune Déby et toute son équipe. Mais lorsque vous appréciez la question sur le plan stratégique, vous comprenez, et surtout lorsque vous observez les manifestations qui ont déjà eu lieu aussi bien au Tchad que partout où l'insécurité a semblé être le cheval de bataille, aussi bien des acteurs politiques internes que des acteurs politiques externes, vous comprendrez qu'une manifestation réprimée dans le but de maintenir le climat sécuritaire n'est pas chose de nature à faire trembler un système de leadership qui est mis en place. Non, c'est quelque chose qui va être géré, contenu, comme cela doit se faire. Et pourtant, le président français, le président Tshisekedi de l'Union africaine ont condamné cette répression. Ce qui est tout à fait compréhensible et normal. Cela convient à la diplomatie qui veuille que ces personnes puissent condamner au nom de leur peuple ce qui se passe. Mais condamner et passer à des répressions stratégiques n'est pas chose qu'ils peuvent faire dans ce contexte. Donc ce qu'ils devront faire, c'est bien et bien de condamner, mais dans la pratique, ils ne peuvent pas réduire leur apport et leur soutien stratégique, mais il faut que les médias puissent voir et apprécier le fait qu'ils sont concernés par ce qui se passe. Revenons maintenant aux premières décisions du Conseil militaire de transition. Que comprendre? Alors, le Conseil militaire de transition a eu pour première décision déjà de faire en sorte que le climat sécuritaire soit maintenu. Première décision, et celle qui semble être perçue par tout le monde, est celle d'aller vers un gouvernement de transition. Civile. Et il faut dire que cette décision est sortie des discussions qui ont eu lieu parallèlement à ce qu'on a pu appeler l'enterrement ou l'inhumation, les cérémonies allant dans le cadre de l'inhumation du père Déby, avec la venue du président Macron et avec la venue de certains présidents du G5 Sahel. Alors il y a eu des discussions qui ont eu lieu parallèlement à cette cérémonie d'inhumation. Discussions qui ont connu la présence non seulement de ces acteurs externes, mais surtout aussi des acteurs internes, les figures de l'opposition. Et ils se sont entendus, pour la plupart, ils se sont entendus sur le fait qu'il fallait avoir un gouvernement civil qui allait conduire la transition malgré la présence des militaires. Il faut dire que déjà, même à l'intérieur, dans cette attente, il y avait des dissensions. Dissensions menées par le jeune Masra, qui s'était opposé à cette idée, qui comprenait que la seule chose qui pouvait le satisfaire tout de suite, c'est que effectivement le CNT, qu'il jugeait, qu'il estime ne pas être du tout légal et légitime, soit dissous, et qu'on organise là tout de suite un système de leadership, si possible des élections, qui n'est pas possible, mais qu'on organise quand même une transition dirigée totalement par les civils. Par des civils. Une première note de dissension. Une première note de dissension qui est maintenue jusqu'à l'heure où on parle. Parce qu'il a été invité de rejoindre le gouvernement. Il a dit qu'il n'est pas pour cette dynamique, qu'il ne peut pas rejoindre une équipe qu'il estime ne pas avoir la crédibilité de conduire
voilà, de conduire les affaires du pays. Alors, cette décision de vouloir impliquer les civils dans la gestion de la chose est une très bonne décision stratégique. Stratégique, pourquoi? Parce que si la stratégie se retrouve dans le fait qu'on ait une opposition, une société civile qui n'est pas uniforme. On a plusieurs éléments dans la société civile. On a des opposants qui sont opposants et qui ne sont pas dans une posture radicale. Oui. Et on a de l'autre côté une opposition qui est dans une posture radicale. Alors si le CMT n'introduit pas cette gestion civile, elle se met en face d'elle toutes les oppositions, aussi bien celle qui est radicale Et que celle qui est non qui n'est pas radicale. Mais en prenant cette décision, elle a mis de son côté l'opposition qui n'est pas radicale et qui pourra maintenant permettre de contenir l'opposition qui est radicale. Parce que l'opposition qui est radicale... Ça dit que ça étouffe au moins les actions de l'opposition radicale en partie. Ça n'étouffe pas, mais ça atténue. Ça atténue. Et ça rend bénin, si je peux me permettre d'utiliser le mot, ça rend bénin les actions de cette opposition radicale. Parce que qu'est-ce qu'elle réclame? Elle réclame quelque chose qui, dans la pratique, n'est pas possible. Dissoudre le CMT tout de suite, mettre en place un système de leadership composé de civils qui va diriger la transition. Lorsque vous regardez la faisabilité, concrètement, ce n'est pas possible. Mais dans le même temps, Mahamat Idriss Déby, recevant les émissaires de l'Union africaine, était disposé à remettre le pouvoir aux civils, si tant est que le président de l'Assemblée nationale, un des vice-présidents ou le président de l'Assemblée nationale était disponible à prendre le pouvoir, il était disponible à laisser diriger. Mais fondamentalement, on a constaté qu'aucun d'eux ne s'est rendu disponible. Alors, déjà, pour cet aspect qui est un aspect assez vérifié, il faut dire que la Constitution prévoit le président de l'Assemblée nationale et ne prévoit pas ceux qui sont substituts au président de l'Assemblée nationale. Et ce dernier a dit « je ne peux pas ». Il a évoqué, selon les informations, 2 raisons. Il s'agit de sa santé et aussi de la situation actuelle. Du pays. Et il a insisté sur cet aspect. Il est prudent, tout simplement. Qui ne se voit pas être à même de gérer. Et sa position peut être compréhensible dans quel sens? Vous avez un pays qui a été gouverné, dirigé pendant plus de 30 ans par un système militaire, qu'on le veuille ou non. Et en face de ce système militaire, il y a des réalités qui ont été créées dues à la présence de ce système militaire. Ce qui fait qu'un changement radical de système donne l'avantage à toutes ces réalités, c'est-à-dire les rebelles, les groupes djihadistes, leur donne l'avantage de déstabiliser non seulement le Tchad entièrement, mais de pénétrer toute la zone du Sahel. Et lorsque vous analysez un peu actuellement, dans une perspective scientifique, ce qui se passe au Sahel, vous regardez le Mali, vous voyez qu'il y a eu un gouvernement civil, mais que le gouvernement civil, d'une certaine façon, n'arrive pas, n'a pas les moyens de gérer. Vous prenez le Burkina Faso, qui semblait, ou qui était stable jusqu'à ce que M. Compaoré parte. On constate que le Burkina Faso est permanemment en crise. En crise. Depuis le départ de M. Blaise, qui avait une certaine connaissance de l'environnement sécuritaire à cause de sa non seulement de formation, son pays, mais de la sous-région également. De la sous-région. Et vous regardez le Niger, qui est en mal et qui est là depuis avec un gouvernement civil. Donc, lorsque vous regardez la zone du Sahel et vous regardez le positionnement du Tchad, vous vous rendrez compte scientifiquement, sur la base des observations, que partout il y a eu un gouvernement civil politique. Ça ne tient pas face aux djihadistes, actuellement, quand vous prenez la zone. Mais vous regardez le Tchad, qui a eu un leadership donné par M. Déby, avec un maréchal qui est devenu maréchal avant de militaire partir. Au départ. Mais disons un militaire qui est bien outillé. Il sait au plus haut niveau. En effet. Qui a fait des écoles quand même assez considérables en matière de... Une plus haute école de formation militaire en France. Et vous comprenez qu'il a su quand même gérer cette situation sécuritaire. Et vous comprenez maintenant la logique dans laquelle s'inscrit les pays comme la France et la communauté internationale, qui n'arrivent pas à dire, ben écoutez, tout de suite, il faut faire comme l'opposition le veut. Mais qui soutiennent d'une certaine façon, qui se disent face aux enjeux sécuritaires,
les enjeux politiques. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, Morgan Asogba, vous pensez que ce gouvernement mis en place par le Conseil militaire de transition peut tenir? Parce que si vous suivez un peu les déclarations du nouveau ministre de la Justice nommé par le Conseil militaire de transition, il se veut être intransigeant sur un certain nombre de situations. Lui qui a démissionné du gouvernement du père en 2001 et qui, 20 ans après, revient, est-ce que ce n'est pas un de possibles solutions, situations de crise qui pourraient faire partie le jeune Idriss Déby plus tard? Alors déjà, il faut souligner le fait que la crise, ça fait partie des raisons d'être des leaders. Ils sont là pour gérer les crises. Et maintenant, lorsque vous essayez de mettre la déclaration de cet acteur politique dans le contexte, vous comprenez simplement que le but, l'objectif dans lequel on a créé ce gouvernement civil, politique, c'est d'atténuer les velléités des oppositions. Et pour vous dire la vérité, l'objectif est plus ou moins atteint déjà. Ce n'est pas pour tout de suite être hautement productif en matière de gestion, avoir une crédibilité totale auprès de la population civile et des différents acteurs politiques. Ce n'est pas l'objectif immédiat et à long terme de ce groupe. L'objectif immédiat et à long terme de ce groupe, c'était déjà de calmer les émotions et d'apaiser les tensions. Ce qui est gagné lorsqu'on voit un peu la façon dont les choses se passent. Maintenant, lorsqu'on tient compte de l'aspect des revendications de cette autre partie de l'opposition et de sa capacité de nuisance, on peut comprendre et essayer d'anticiper en disant que tout va dépendre de la gestion et de la capacité de cette équipe de transition politique à pouvoir rallier une partie de cette opposition radicale. Ce qui est fort possible et qui va pouvoir être effectif dans la mesure où un cadre de discussion crédible va être institué et aussi dans la mesure où il y aura des éléments pertinents pour amener le camp Masra à pouvoir joindre cette équipe. Alors, face aux menaces des rebelles, est-ce que le Conseil militaire de transition pourra faire quelque chose? Naturellement, le Conseil parce que les rebelles continuent de menacer, continuent de prendre d'assaut N'Djamena. C'est vrai qu'ils avaient dit 48 heures après, on a eu un silence radio, quelques temps après, et puis on a entendu que le chef rebelle, Mahdi Ali, a été capturé, au finish rien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le jeune Idriss Déby peut dormir sur ses lauriers? D'abord, il ne dormait pas sur ses lauriers avant, puisque l'expérience a montré qu'il faisait partie des acteurs majeurs de tout ce que le père envisageait. Il était fréquemment au front et c'est lui qui gérait. Et aujourd'hui, plus que jamais, il ne peut pas dormir sous ses lauriers. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est quoi? C'est que les rebelles essayent de gagner ce qu'on appelle la bataille médiatique. Ce qui n'est pas le cas de l'armée et ce qui n'a jamais été le fort de cette armée tchadienne, qui a toujours posé des actions. Et lorsque vous regardez les bilans qui nous viennent des combats entre les rebelles et l'armée, vous comprenez qu'il semble, selon ces informations, que l'armée tchadienne continue de faire plus de dégâts dans le camp des rebelles par rapport à ce que les rebelles font comme dégâts à l'armée tchadienne. Et ça, c'est déjà un actif. Et les rebelles n'en font pas moins. Ils n'en font pas moins. Vous savez, et ils en revendiquent. On ne peut pas éviter, c'est ça au fait, revendiquer. C'est la bataille médiatique que les rebelles essayent quand même de gagner. Mais si nous allons nous en tenir à cette bataille médiatique, on ne va pas les rebelles n'ont pas ouvertement affirmé jusqu'aujourd'hui si c'est eux qui ont tué fondamentalement Idriss Déby ou pas. Oui, ils ne peuvent pas l'affirmer parce que cette nébuleuse reste intacte. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour apprécier et pour prouver que c'est eux qui l'ont fait. Donc, cette semaine, ils ont revendiqué quand même avoir atteint un hélicoptère de l'armée tchadienne. Oui, et qu'est-ce que l'armée tchadienne a répondu? Vous voyez un peu, c'est une question de bataille médiatique, mais ce qu'on peut dire, c'est quoi? S'ils ont réussi à le faire, ça veut dire qu'ils ont de l'armement assez intéressant. S'ils ont réussi à le faire. Et cette question de l'armement reste toujours prioritaire dans la, dans la technique pour résoudre un peu cette crise du Sahel. La question c'est d'où viennent les armes? Comment est-ce que ces groupes rebelles, ces groupes djihadistes arrivent à avoir accès
aux armes. Et la deuxième chose, c'est le financement. D'où est-ce qu'ils trouvent les fonds? D'où est-ce qu'ils trouvent les fonds pour pouvoir continuer à tenir? Parce que vous savez, un équipement... C'est la principale question. Un équipement, c'est lourd, c'est de l'investissement. Et maintenant, le recrutement même des personnes, des acteurs qui s'engagent dans ce combat. Il faudrait que la thèse religieuse soit mise plus ou moins entre quarantaines. Pourquoi? Parce que on a beau avoir cette vision religieuse, il y a des éléments de gestion du quotidien qui nécessitent un financement. Il y a des éléments pertinents qui nécessitent qu'il y ait suffisamment d'argent derrière pour soutenir et maintenir ces groupes dans le combat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous avons promis aux amis téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM que nous devons revenir sur cette question. Comment les différentes colonnes rebelles arrivent à tenir tête à cette série de nations qui entourent le Sahel, ou bien qui forment le Sahel, je veux dire. Qui est-ce qui nourrit? Quelles sont les branches, je dirais, nationales ou internationales qui nourrissent, au fait, les djihadistes qui sèment la terreur? La tension au niveau des trois frontières, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, il y a une Quelles sont les sources permanente là, mais finalement, on se demande, les forces étrangères qui sont sur le terrain, les forces militaires de ces pays, que font-elles finalement? Et toujours la guerre perdue. Alors, Morgan, avant de mettre un terme au volet Tchad, ou au volet tchadien, bien évidemment, comment envisager, en un mot, l'après-débit? Alors, vous avez une question là qui est à plus de 1000 tours. 1000. Mais je vais essayer d'y aller. Déjà, l'après-débit, c'est une transition plus ou moins paisible. Et quand on dit plus ou moins paisible, la définition de la paix ici n'est pas forcément la définition de la paix qui existe partout ailleurs. Ici, on appellera paix si, le CMT arrive à empêcher les rebelles d'avancer et les groupes djihadistes d'avancer. On appellera paix si il y a moins de manifestations qui pourraient se déboucher sur des pertes en vies humaines. Et la deuxième chose, après ce maintien de la paix pendant la transition, c'est la capacité des acteurs politiques du Tchad à faire une transition formelle du pouvoir au civil, c'est-à-dire qu'on puisse aboutir à des élections. Des élections plus ou moins crédibles, suffisamment crédibles pour les Tchadiens eux-mêmes, afin qu'ils puissent permettre au gouvernement qui va être mis en place après les 18 mois de pouvoir gérer le pays. La question du renouvellement de ce mandat, de cette transition de 18 mois est une question qu'il faut éviter à tout prix. Mais c'est dit. Oui, c'est dit qu'il y a une possibilité de renouvellement. Mais ce n'est pas dit qu'il y aura un renouvellement. Ce renouvellement sera-t-il nécessaire? Il faudrait que les acteurs politiques, aussi bien de la partie civile que du CMT, fassent tout pour qu'il n'y ait pas eu besoin, pour qu'on n'ait pas besoin de renouveler. Oui, mais est-ce qu'en cette première partie de mandat, de cette transition, tout serait déjà prêt pour transmettre le pouvoir aux civils? Pourra-t-on organiser déjà un scrutin aussi normal en quelques mois? Si on regarde la façon dont les choses évoluent, en moins d'un mois, on a déjà un gouvernement, pas un gouvernement, on peut l'appeler gouvernement civil de transition, c'est déjà un plus, en moins d'un mois. Si en moins de 2 mois, ce gouvernement commence à travailler, ce serait déjà bien. Si en 6 mois... Arrive à calmer aussi la rue. C'est ça, en fait. Commencer à travailler en 6 mois, on arrive à calmer la rue et qu'on n'a plus de manifestants, de protestations, et que même la tranche de Masra en vient à jouer un rôle constructif dans le processus, et que peut-être on puisse satisfaire à certaines de ces exigences qui sont difficiles à satisfaire. Lorsque je parle d'exigences difficiles à satisfaire, il souligne l'aspect qu'il faille que tous ceux qui sont acteurs actuellement dans le processus de transition ne soient pas candidats pendant les élections qui seront organisées. Et peut-être c'est la raison pour laquelle ils refusent de faire partie du processus actuellement. Surtout Masra.
c'est une exigence qui va être difficile à satisfaire. Et Laurent, l'autre aspect Justement, qui nous échappe aussi, c'est que toutes les autres, elles, non impliquées dans cette transition et dans ce presque gouvernement mixte sont à considérer aussi. Il y a l'aile, il y a Adilo qu'on n'a pas considéré encore, et autres. Oui, mais Keb Zabo aussi, évidemment, qui n'est pas allé, mais qui a envoyé 2 de ces éléments au gouvernement, mais qui est resté à l'écart. Donc, je crois que peut-être aussi, c'est peut-être la stratégie de Masra qui refuse d'aller au gouvernement parce que, étant le leader, pratiquement le seul leader incontesté de son groupe, et évidemment, s'il allait à ce gouvernement, il pourrait avoir des freins plus tard. Sa suggestion à lui-même pourrait l'étouffer. Pourrait l'étouffer. Et c'est une perspective qui écarte d'office les acteurs du CMT. Puisque on dit qu'on a peur que le fils aussi décide de ne plus être militaire, de devenir civil. On a peur qu'il prenne goût. Qu'il prenne goût et qu'il fasse comme son père à un moment donné, qui à un moment donné a décidé d'être un civil. Puisqu'il faut le rappeler, il avait presque le même âge que son père. Mais est-ce que c'est aujourd'hui facile d'espérer que Maman Idriss Déby, à la fin des 18 mois, décide de laisser aussi facilement le pouvoir? Pas du tout. Parce qu'on a vu avec Joseph Kabila, on a vu avec Faure Gnassingbé, on a vu avec Ali Bongo. Et comme sachant qu'il y a des forces derrière, est-ce que c'est évident d'espérer le voir laisser le pouvoir facilement? C'est pas évident et je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est là où on va faire appel aux capacités de technique de négociation des différents acteurs, des concessions. Quoi concéder et quoi ne pas concéder. Ah oui. Parce que est-ce que ça dépend uniquement que des Tchadiens? C'est pas les De Tchadiens, quel côté se trouve actuellement la mère colonisatrice? Les Tchadiens ont un grand rôle à jouer. Les Tchadiens, qu'on le veuille ou non. Les Congolais avaient-ils un rôle à jouer? Les Gabonais, les Togolais avaient-ils un rôle à jouer? C'est des cas totalement différents. L'ont-ils pu? L'ont-ils pu? C'est des cas totalement différents. Lorsque vous venez au Tchad, et c'est là où la question du Tchad est difficile. Le Tchad, dans son fonctionnement déjà, a un fonctionnement apparemment hautement ethnique. Oui. C'est-à-dire, on a des clans. Et on met son frère. Et on y tient. Et on y tient. C'est-à-dire dans son fonctionnement déjà traditionnel. Et lorsque vous regardez ce fonctionnement et vous y ajoutez maintenant les dissensions auxquelles nous sommes en train d'assister, et le besoin de négocier, de faire des concessions, vous voyez l'équation Tchad comme une équation très difficile à résoudre pour les acteurs politiques et qui ne saurait se résoudre sans les acteurs externes. Parce que les acteurs externes sont ceux qui tiennent d'une certaine façon la stabilité du Tchad, pas en tant qu'acteur du terrain, mais en tant qu'acteur de l'extérieur, dans le ravitaillement de la ressource nécessaire pour mener énormément d'actions sur le terrain. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous enlevez aux soldats tchadiens le financement pour le maintien, l'entretien de l'armée, si vous enlevez le matériel, le financement pour le matériel nécessaire pour tenir, c'est fini. Il ne reste plus rien. Mais Laurent, pour calmer tout cela, et si on tentait cette question polémique, et si le gouvernement, si la transition ou le gouvernement de concert avec le gouvernement mis en place, tentait une négociation avec les différentes factions rebelles? Alors, c'est une alternative assez intéressante. Si on passait outre les âmes. C'est une alternative assez intéressante. Si tu allais concéder une partie du territoire, concéder des ministères. Là, concéder une partie du territoire va être difficile. Non, pas du territoire, je veux dire des ministères, de la gestion de la chose. C'est ça, en fait. Permettre à chaque acteur de jouer un rôle et de voir son intérêt dans le maintien de la stabilité. Parce que des leaders rebelles manifestent la volonté. Moi, je pense que ce ne serait pas aussi pourtant possible parce que, sachant que Mamat Madi Ali, l'opposant, a été militant d'un parti en France, et donc il y a aussi des lobbies derrière qui ont aussi des intérêts à sauvegarder au Tchad. Et donc, de ce point de vue, est-ce que ça va être aussi facile? Alors, la négociation avec les groupes rebelles, c'est quelque chose qui n'est pas officiellement une initiative qu'aucun leader ne peut prendre. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on veut négocier avec les rebelles. C'est ouvrir la porte à tout le désordre possible. C'est-à-dire, on peut avoir des rebelles. Maintenant, on ne le dit pas, mais on prend des initiatives. Exactement. Alors, si on mène une telle démarche de manière officieuse, dans le cas du Tchad aujourd'hui, puisque l'opposition dit qu'il faille discuter avec tout le monde, et que les rebelles aussi sont tchadiens, donc, il y a une nécessité de discuter avec eux. Si on le fait dans ce cas spécifique du Tchad,
est-ce que ce serait productif? Ce serait productif à une seule condition, que les rebelles soient sincères et que les acteurs politiques, aujourd'hui, que ce soit les opposants et même le CMT, soient aussi sincères dans leurs décisions, ce qui est très difficile à imaginer. La sincérité des rebelles, la sincérité des acteurs politiques et la sincérité du CMT. Maintenant, lorsqu'on met de côté cette sincérité et on tient compte du passé historique, que ce soit des rebelles ou que ce soit des oppositions et que ce soit de l'ambiance même au Tchad, on voit que c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que tous ceux qui sont rebelles aujourd'hui, à une époque, faisaient partie Et c'est ce que je voulais dire. du même camp. C'est de la récurrence qui est en cours au Tchad. Exactement, c'est des dissensions. Laurent, Morgana Sogba, on va continuer avec la Colombie. D'accord. En Colombie, les manifestations ont démarré le 28 avril dernier. 42,5% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Le PIB a chuté de 6,8% en 2020. Le taux de chômage est à 7,8%, évidemment. Les manifestations font déjà 19 morts aujourd'hui et 846 blessés. Malgré cela, le président Ivan Duque, qui a retiré le projet de loi de réforme fiscale, n'est pas au bout de ses peines. La rue ne décollait pas, ça chauffe toujours. Est-ce que vous pensez que les prochains jours, ça va être facile pour Ivan Duque de sortir, de trouver une porte de sortie? D'abord, que comprendre pas cette réforme fiscale? Alors, est-ce que ça va être facile pour le leader de s'en sortir et que comprendre pas ces réformes? Vous savez, ces réformes sont des réformes très constructives, dans une perspective de remédier à une situation de crise pertinente. C'est-à-dire, le leader de la Colombie a fait face à une crise économique qui entraîne forcément une crise sociale et qui entraîne aussi une crise politique. Parce que la crise économique, lorsqu'elle perdure et tient tous les compartiments du dispositif politique, elle empêche le dispositif politique de fonctionner. Et vous savez que lorsque la crise économique est endémique, la situation sociale est encore plus, je vais dire, décalée, en déphasage avec l'alignement de développement dans lequel se retrouve le leader. Et tous ces compartiments semblent être affectés aujourd'hui en Colombie. Alors il faut trouver une solution. La solution des pays comme la Colombie a souvent été les institutions de Bretton Woods et les partenaires. Nous nous retrouvons dans un contexte mondial où les partenaires ont eux-mêmes de sérieux problèmes économiques. Lorsque vous prenez le contexte global de la crise de Covid-19, qui a fait 114 000 décès en Colombie, bien évidemment. En Colombie déjà, et quand vous regardez l'aspect économique dans le reste du monde, toutes les économies ont été touchées. Ce qui fait que l'apport externe en matière de développement, en matière de subvention, en matière de financement est touché. Ça pose problème. Ça pose un gros problème. Et la Colombie qui est la deuxième économie la plus basse de l'OCDE actuellement, sur les 37 pays. Vous voyez. Et il faut trouver de l'argent bien pour faire fonctionner le système politique. Il faut trouver de l'argent pour injecter pour les entreprises. Et tout ça fait que le président s'est dit peut-être nous allons prendre cet argent. Et faire des réformes, prendre de l'argent. Prendre de l'argent chez nous. Nous allons trouver cette mobilisation. 6,3 milliards de dollars à mobiliser en 10 ans. En 10 ans. Dans la pratique, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que les acteurs externes qui pourraient contribuer sont dans des difficultés qui leur empêchent eux-mêmes de contribuer. Même les États-Unis ont des difficultés économiques. Donc ça fait que cette situation ne peut pas permettre aux leaders de dormir tranquillement. Mais voilà qu'il a pris des réformes. Est-ce que ces réformes sont productives? Est-ce que ces réformes ne sont pas malvenues? Parce que vous l'avez dit, la Colombie est en difficulté économique actuellement. Et dans ces réformes, je rappelle qu'il est précisé qu'il faut élargir la TVA à certaines entreprises, à certains produits. Il faut exonérer certaines exonérations des ménages et des industriels. Il fallait mettre fin à ça. Il faut dire que les revenus sur salaire, les revenus sont frappés de taxes maintenant à partir de $656. Est-ce que dans le contexte actuellement avec la crise de la Covid-19, vous l'avez dit, est-ce que cette réforme n'est pas malvenue?
de façon... C'est vrai que ça a été retiré finalement dimanche dernier, mais le président promet revenir avec une réforme par consensus. Même le retrait est un problème. Déjà, la réforme est malvenue pour qui? C'est la grosse question. Elle est malvenue pour les populations qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles sont déjà en train de subir une récession économique, des difficultés économiques, qu'on vienne leur augmenter les taxes, qu'on prenne une réforme qui va les rendre la vie économique encore plus difficile qu'elle est actuellement. Mais pour le système politique, cette réforme n'est pas malvenue. Pourquoi? Parce que le système politique a besoin de fonctionner et est en train d'avoir des difficultés qu'il ne révèle pas. Je vais vous donner un exemple. L'État a des fonctionnaires à payer. L'État a des engagements avec des compagnies. L'État a suffisamment de charges. Mais si le système politique en vient à prendre une mesure pareille, c'est parce que le système politique envisage et anticipe sur comment subvenir à ces charges-là dans les jours à venir. Donc nous sommes ici face à une situation où la décision est malvenue pour la population, mais pour le système politique, c'est une décision qui est nécessaire et c'est pour cela qu'il dit qu'il va revenir avec une nouvelle disposition pour pouvoir gérer la situation. Mais le président Ivan Duque semble quand même être à l'écoute. Il a il a proposé des concessions, il a plus ou moins sacrifié son ministre des Finances, toujours pour contenter quelque peu les citoyens, mais ces manifestants ne décolèrent pas. La rue est toujours occupée, je dis à longueur de journée, mais est-ce qu'il pourra s'en sortir? Pourra-t-il arriver à contenir cette manifestation, ces colères? Pourra-t-il arriver à convaincre ses citoyens? Alors déjà, il faut dire que c'est le même problème qu'on observe un peu partout où il y a des manifestations, la récupération politique. Et lorsqu'on a une brèche pour pouvoir s'exprimer, on s'exprime totalement. Et quand on a même fini de s'exprimer, on prend goût. Et il y a des gens qui viennent et qui vous demandent de continuer dans leur propre intérêt. Donc il y a cet aspect qu'il ne faut pas ignorer. Mais la question aujourd'hui, c'est que il ne s'agit pas, et il est à l'écoute de son peuple, il est en train de mener une politique pour atténuer la situation qui est très compréhensible. Ça veut dire qu'il écoute ses conseillers, mais est-ce qu'il va arriver à résoudre la situation? Cela va dépendre aussi des acteurs qui sont en train de faire une sorte de récupération politique et aussi des décisions qu'il va prendre. Parce que s'il reste dans la logique de la taxation, qu'on le veuille ou non, tout de suite, ça ne va pas passer. Et ça va augmenter les manifestations dans la rue. Mais s'il arrive à s'éloigner de la logique de la taxation, c'est-à-dire de ces réformes qui visent à augmenter, des réformes fiscales qui visent à augmenter les taxes et tout le reste, pendant un bon moment, parce qu'il en a retiré, mais annonçant de fait qu'une autre est en gestation. Une autre est en gestation, il faudra qu'il oublie d'abord cette gestation. Et que s'il devrait continuer dans cette gestation, mais que ce soit des réformes fiscales qui n'aillent pas dans le sens de la population, c'est-à-dire du peuple directement, mais peut-être des compagnies. Et quand on parle des compagnies, il ne s'agit pas des compagnies forcément des nationaux, des petites et moyennes entreprises, mais il s'agit des grosses entreprises. Les entreprises qui, malgré la situation critique économique, arrivent quand même à avoir une santé financière qui n'est pas des moindres. Il s'agit aussi des entreprises, peut-être des partenaires externes, qui tirent profit du système colombien sans pour autant en souffrir. Parce que lorsque vous regardez cette taxation, elle va tout de suite affecter la vie économique des populations. Et c'est ce qui justifie les manifestations de ces populations. Mais lorsqu'il arrivera à réorienter ces taxes vers les entreprises qui ont les moyens, parce que la question c'est il faut taxer ceux qui ont les moyens de payer. S'il arrive à taxer des entreprises qui ont les moyens de payer, ça va l'aider, même si ça ne va pas couvrir forcément toutes les dépenses qu'il essaye d'anticiper. Le constat en Colombie, c'est que ces manifestants sont à majorité jeunes. Mais au chapitre des récriminations, il n'y a pas que les réformes fiscales, il y a aussi la gestion de la crise sanitaire. Oui, on ne va pas en vouloir forcément au président pour la gestion de la crise sanitaire. On ne va pas forcément l'en vouloir, même s'il a sa part de responsabilité. Lorsqu'on regarde ce qui se passe un peu partout dans le monde, même aux États-Unis, on ne va pas dire qu'il faut l'en vouloir forcément. Mais il faut l'en vouloir.
parce que le taux de personnes décédées suite à cette maladie qui aurait pu être gérée autrement est quelque chose d'important. Mais est-ce que le taux de décès n'est pas proportionnel à la population? N'oubliez pas que c'est 50 millions de Colombiens quand même. Oui, c'est ce que je suis en train de vouloir faire ressortir. Mais on ne peut pas prendre cela comme un cheval de bataille pour dire que bon, il a failli dans sa gestion. Il faut regarder les autres aspects de la gestion. Qu'en est-il de la gestion économique de façon, je dirais, proportionnelle à la crise? Est-ce que la croissance que l'économie devrait avoir par rapport à la crise qui est en train de sévir un peu partout n'est pas proportionnelle? Ça, c'est le premier aspect. 6,8%, le PIB qui a chuté. Chuté de 6,8%. Est-ce que le PIB n'a pas chuté ailleurs? Justement. De quel pourcentage cela a chuté ailleurs? Donc, lorsque vous regardez la chute de ce PIB, vous regardez les États-Unis, ils ont eu des problèmes, ça a chuté. Vous regardez la France, ça a chuté. Vous regardez même la Chine, qui semblait être à la pointe du développement économique, ça a chuté considérablement. Donc, lorsqu'on regarde ailleurs, qu'on fait une étude comparative, on ne va pas dire qu'effectivement, il a failli dans sa gestion économique. Morgana Sogba, est-ce qu'aujourd'hui, Ivan Duque peut remonter la pente? Parce que n'oubliez pas que depuis 2018, il a totalement baissé du côté de la popularité. Il est à 33% aujourd'hui. Est-ce que même s'il arrivait à laisser de côté cette réforme fiscale de façon définitive, est-ce qu'il peut remonter la pente? Alors, déjà, il ne peut pas laisser la réforme de façon définitive. Il va la réorienter. Lui-même, il a dit, supposons qu'il... Quitte à ne pas hériter davantage exactement sa la population. Est-ce qu'il va s'en sortir? Vous savez, le taux de popularité aujourd'hui n'est plus un facteur très déterminant par rapport à la réalité sur le terrain. Lorsqu'on regarde un peu ce qui s'est passé ces dernières années, il y a eu des personnes qui n'ont pas du tout eu, des candidats, des acteurs politiques qui n'ont pas eu un bon taux de popularité, mais qui ont été réélus. De la même façon qu'il y en a qui ont un très bon taux de popularité, mais sur le terrain, c'est compliqué. Donc, vous voyez, sur ce plan, oui, il aura peu de popularité, mais dans la pratique, ce qu'on va chercher à voir, ce sont les actions et un bilan beaucoup plus constructif. Est-ce que son bilan, comparé au bilan mondial, est un bilan qui tient? Est-ce que son bilan, comparé à ce qu'il a eu à faire jusqu'à présent, tient? Et s'il n'y a pas mieux à face, ben forcément, il va pouvoir relever la pente. Voilà. Morgane, pour finir maintenant avec la Colombie, pour finir, je dirais en partie avec la Colombie parce qu'on n'a pas tout dit. Que dit la communauté internationale face aux ennuis de Ivan Duque et aux ennuis des citoyens colombiens? La communauté internationale est dans sa logique de toutes les fois, qui est de condamner déjà lorsqu'il y a des exactions, de rester tranquille parce qu'il y a ce principe de non-ingérence qui veuille qu'on observe jusqu'à ce que la diplomatie parfois cela, cynique. Voilà. Et de l'autre côté, c'est ce qui est difficile et qui est compréhensible. Parce que lorsque vous regardez ce qui se passe en Inde, vous voyez comment est-ce que la communauté dite internationale va au secours de l'Inde. On viendrait à se demander, mais pourquoi la communauté internationale qui va au secours de l'Inde ne va pas au secours de la Colombie? Lorsqu'on regarde ce que la maladie fait aussi à faire en Colombie, pourquoi est-ce que cette même communauté ne va pas au chevet du Brésil lorsqu'on voit ce que ça fait au Brésil? Mais pourquoi l'Inde? Et c'est là où vous revoyez l'aspect intérêt. L'Inde est considérée comme la pharmacie du monde. Et toutes les grandes entreprises qui sont dans cette compétition de vaccins ont une sous-traitance de production, soit en matière première entrant dans la composition de leur vaccin, ou en matière de sous-traitance pour la production. Et c'est ce qui explique en partie le procès qui est en train d'être fait à l'Union européenne contre le Royaume-Uni, qui semble ne pas pouvoir tenir dans les promesses de livraison qu'elle a dû faire. Et c'est dû à la situation en Inde. Donc, tout de suite, vous allez comprendre que la communauté internationale n'a pas d'intérêt majeur en Colombie. Donc, elle ne peut pas forcément agir dans
de façon impérative, si on va le dire, ou de façon constructive directement en Colombie. Elle va observer, elle va inviter le gouvernement colombien à tenir compte du respect des droits de l'homme et des libertés publiques et à remédier à la situation de façon la plus conciliative possible en invitant à la table de négociation ceux qui sont en train de diriger les manifestations. Et espérons, la Colombie n'a pas attendu l'appel de la communauté internationale pour commencer à discuter avec les vis-à-vis qui sont en train de manifester et même à prendre des initiatives. Donc je dirais simplement que la communauté internationale va faire ce qu'elle fait toutes les fois où elle n'a pas forcément un grand intérêt, c'est-à-dire de critiquer, de condamner et d'inviter à agir. Mais on espère qu'il n'y aura pas de débordement et que les décisions qui sont en train d'être prises par le leadership en Colombie vont permettre d'aboutir à un dénouement assez intéressant sans l'intervention de la communauté internationale. Laurent Roland Toninquès, nous abordons la dernière partie de cette émission, de ce numéro de Enjeux politiques. On va s'intéresser maintenant à ce qui a fait aussi l'actualité internationale ces derniers mois. Et qui continue de faire l'actualité. Justement, qui, malgré le calme, l'indifférence béate de la communauté internationale, on ouvre maintenant le dossier Birmanie. Laurent. Alors, Morgana Sogba, Aung San Suu Kyi est résident surveillé depuis le 1er février. Et il faut rappeler l'histoire de cette dame qui avait été déjà en résidence surveillée de 1990 à 2010, et ce qui fait qu'elle a été même prix Nobel de la paix en 1991. Et puis il faut rappeler aussi que son père avait été tué, l'un des teneurs, des meneurs pour l'indépendance de la Birmanie avait été tué quand elle avait 2 ans. Des années plus tard, elle a été conseillère ministre des Affaires étrangères de la Birmanie. Elle aurait pu être présidente de la République de la Birmanie, mais une disposition constitutionnelle l'en empêche. Aujourd'hui, elle est encore en résidence surveillée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le problème de la Birmanie, fondamentalement, c'est peut-être que les gens ne veulent pas voir Aung San Suu Kyi à la tête du pouvoir birman? Alors, c'est une très belle question et une très belle introduction. Et je vais simplement ajouter que les gens, lorsque vous dites les gens, il s'agit de qui? Mais les gens dont nous parlons sont des gens très clairs qu'on voit. Il s'agit bel et bien de la junte. Il s'agit bel et bien des militaires. Il s'agit du corps armé. Et vous voyez, c'est plus ou moins en similitude la gestion qui se fait en Birmanie et celle qui se fait au Tchad. C'est très difficile de quitter d'un système militaire rigide à un système civil. À un système civil, surtout lorsque ces militaires ont été habitués pour la plupart à la gestion de la chose publique, à certains honneurs, à un certain cadre. Et du jour au lendemain, ils sont écartés du processus de prise de décision. Il faut atteindre un certain niveau de maturité politique et sociale pour voir ce changement-là être productif. Et c'est le cas en Birmanie. Et ne pas s'en mouvoir. S'en émouvoir. C'est même plus que s'en émouvoir. Ne pas agir de façon assez flagrante. Parce que ce qui se passe en Birmanie, c'est très flagrant. Cela défie le fonctionnement du XXIe siècle. Oui, évidemment. Oui. C'est difficile à comprendre qu'au XXIe siècle, on ait des généraux qui ont certainement reçu une formation. Et il y a des formations. Lorsque vous voyez les formations qui sont données au corps armé, surtout ceux qui sont militaires, il y a tellement de formations qui sont censées protéger et maîtriser certaines règles de la société, de la communauté. Mais vous voyez ce qui se passe en Birmanie. Alors, tout de suite, oui, la junte ne veut pas voir Aung San Suu Kyi. Ne veut pas, c'est pas Aung San Suu Kyi seulement. La junte n'est pas encore prête à se voir écartée. Et laisser les civils gérer. Et laisser les civils gérer. Et ça, c'est quelque chose... Et c'est ce qui transparaît. C'est quelque chose d'assez flagrant lorsque vous voyez l'historique. Maintenant, le truc, c'est que, si je ne vais pas dire le truc, la situation qui prévaut est que cette junte-là n'a pas en face d'elle des éléments assez convaincants pour ne pas persévérer dans sa façon de faire. Et quand on parle d'éléments assez convaincants, on parle d'éléments assez convaincants à l'interne et on parle d'éléments assez convaincants à l'externe.
élément assez convaincant à l'interne. Il faut dire que la seule figure politique de nature civile assez importante depuis que la Birmanie existe, c'est bel et bien Aung San Suu Kyi. Oui. Il n'y a plus quelqu'un Est-ce que la d'autre. junte n'a pas tout fait aussi de maîtriser tout ce qui pouvait servir de contre-pouvoir, de Oui. leur tenir tête? Parce que la dissolution des instances importantes de la République et je dirais, l'interdiction d'agir ou, je sais pas, l'enfermement ou de certains cadres politiques au plus haut niveau. Ça a été les premières décisions de la junte. Oui. Ça a fait même les coulisses de l'action de la junte. En effet, mais vous voyez, nous parlons de la même Parce chose. que ces forces vives de la société, de la Birmanie, Oui. seraient peut-être libres de tout mouvement que cela pourrait faire balancer la tendance, junte, ouais. la junte de l'autre côté. Maintenant, puisqu'il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus ces leaders, il n'y a plus ces politiques de la trempe de Aung San Suu Kyi, alors qui pour tenir tête à la junte? Et cela revient à ce premier élément que j'étais en train de souligner. Ils se sont arrangés, et ça c'est de bonne guerre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est de bonne guerre. Ils appartiennent à un groupe donné, qui ont une façon de voir donnée, et qui sont en train d'être écartés. Maintenant, il revient à l'autre groupe de tout faire pour pouvoir avoir des éléments pour tenir tête. Et c'est ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, pas seulement à Aung San Suu Kyi, mais aussi aux autres acteurs politiques. Parce que si on avait 2, 3, 4 Aung San Suu Kyi en Birmanie, mais ce ne serait pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Malgré tout, la junte n'aurait pas eu la facilité, parce que vous voyez, la junte a maîtrisé une seule personne. Une seule personne, bien Et en évidemment. maîtrisant cette Mais personne... c'est vrai qu'il y a aussi 3000 arrestations. Oui, ces Il y a 3000 arrestations, arrestations. vous voyez, il y a des symboles dans toute société. Il y a des symboles dans tout système politique. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut empêcher le système d'évoluer en matière stratégique et verrouille ces analytique? symboles. On verrouille ces symboles. Est-ce qu'en partie, ce qui se passe en Birmanie n'est pas semblable à ce qui se passe au Tchad? Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'ethnie au Tchad. En Birmanie, c'est 130 ethnies. Et il n'y a que certaines régions veulent l'indépendance. Et vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort sur ce point. Mais la question des ethnies n'est pas aussi, je dirais, accentuée qu'au Tchad. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en Birmanie, il y a cette possibilité d'aboutir à un dénouement heureux si les acteurs politiques en Birmanie, si la prochaine génération, celle qui va survivre à cette situation de la junte, arrive à faire en sorte qu'on ait d'acteurs politiques assez influents et qui puissent tenir à la junte. Mais je voudrais dire aussi qu'en dehors des facteurs internes, vous avez les facteurs externes. Et qui parle de la Birmanie aujourd'hui, parle des États comme la Chine et la Russie qui, de l'externe, arrivent à bloquer l'intervention de l'ONU, du Conseil de sécurité. C'est vrai que le porte-parole du nouveau gouvernement disait qu'il suffit d'un appel de la Chine ou de l'Inde et que la paix reviendrait en Birmanie. C'est une forte probabilité. On va devoir revenir sur le cas de la Birmanie. Le cas de la Birmanie parce qu'on n'y a presque rien dit. C'est terminé, vous l'aurez constaté. La régie menace de nous arracher les micros. Merci, mesdames, messieurs. Merci, Morgane Metodi C'est un grand plaisir. pour cette facilité envoûtante à éclairer la lanterne de nous autres profanes en question de relations internationales. Merci, Roland Tonneikes, pour m'avoir accompagné dans cet exercice. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour revenir sur d'autres faits de l'actualité sociopolitique et économique au-delà des frontières du Bénin.